content de vous voir. Je suis très content de savoir que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Enfin, je vais mieux. Je vais même très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis encore vivant. Voilà, merci. Et c'est ce que nous allons célébrer. En tout cas, un grand merci au festival de nous accueillir dans cet écrin chaleureux. Et puis merci, Pierre, d'avoir accepté, malgré votre planning ministériel, cette rencontre publique, où l'on va évoquer évidemment votre travail. Et puis une chose très précise, le titre, c'est Bonheur de la vie d'acteur au pluriel. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se plonge dans les quelques 300 et quelques rôles que vous avez interprétés sur scène, sur le petit et sur le grand écran, on constate que dans le fond de votre pupille, de vos pupilles, il y a une petite flamme qui danse la carioca. On sent chez vous une jubilation, quelle que soit la tonalité, le drame ou la comédie, à exercer votre métier. Alors est-ce que c'est une projection de ma part, une idéalisation, ou êtes-vous bel et bien cet acteur en appétit constant que j'ai cru voir ? Ben, si je n'étais plus cet acteur en appétit constant, je ferais autre chose. Que c'est pas un métier qu'on ne peut pas exercer sans avoir envie d'exercer. Quand on choisit d'être acteur, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on le fait d'abord parce qu'au fond, c'est Louis Jouvet qui disait ça. On fait d'abord ça parce qu'on a besoin d'être reconnu. Reconnu, parce que quelque part, et les gens vous reconnaissent. Il y a deux sens à ça. Ils ne reconnaissent pas votre travail, mais ils vous reconnaissent physiquement comme ça. Donc ça, c'est important. Après, Jouvet dit, si c'est uniquement pour ça que vous voulez faire le métier, ça ne sert à rien. Le métier, c'est fait pour incarner, jouer des personnages, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'en ai rêvé toute ma vie. Sur le tard, j'ai pas fini encore, mais bon. Non, ça vient, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est en train d'arriver. Donc je continue d'être, comment dire, comme un galopin qui s'aperçoit que finalement, quand il s'amuse à faire telle chose ou telle chose ou telle chose, ça embarque encore les gens derrière lui. Donc moi je fais ce métier-là pour embrasser le monde. Quand le monde m'embrasse, ben, je n'ai aucune espèce d'envie d'arrêter, puisque c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Donc je vais continuer à vous peser dessus pendant encore quelques années. On s'en réjouit. Est-ce que vous vous souvenez des premières émotions que vous avez éprouvées lorsque vous avez commencé à jouer, notamment dans l'officier recruteur, les toutes premières pièces où vous étiez encore dans quel... L'officier recruteur ? Ah oui, je ne suis même pas professionnel. Là. Oui, justement, les toutes premières émotions, c'était quoi ? Dans ce que vous parlez, l'officier recruteur, c'est une pièce dont Bertolt Brecht s'est inspiré. Ensuite, pour écrire une pièce qui s'appelait Tambour et trompette. Je l'ai joué à Gennevilliers. À l'époque, c'était un théâtre qui était un théâtre pour amateurs. Je devais avoir 17 ans. Je n'étais même pas encore au cours d'art dramatique. Mais je voulais faire ça. Et mon père était dans la salle. Alors évidemment, mon père, pour moi, c'était un juge de paix. Quoi. Si je plaisais à mon père, c'est qu'à un moment donné, je finirais par faire quelque chose dans le métier. Si je ne lui plaisais pas, ça sentait pas très bon. Et finalement, ça lui a plu. Donc ça m'a... Je jouais un tout petit rôle, hein, mais enfin bon, j'avais essayé de fabriquer quelque chose. Il m'a dit, mais c'est bien, toi, tu vas faire acteur. Bon, d'accord, très bien. Je lui ai dit, bon, ben tant mieux. Et puis, c'est ça le premier vrai souvenir. J'étais en recherche de l'approbation de mon père. Ma mère, je l'ai adorée. Mon père a fait l'acteur, ma mère a fait l'homme. Donc c'est pas... Ils se sont très bien débrouillés l'un et l'autre, hein, mais... Enfin, plus ou moins bien, en tout cas, oui. Donc voilà, j'avais besoin de l'approbation de mon père. C'est à ce moment-là que c'est arrivé, mais j'avais, encore une fois, je n'étais même pas au cours d'art dramatique. Je devais avoir peut-être à peine 17 ans. Quoi. Et les émotions ? Il y a très longtemps. Comment ? Les émotions, c'était quoi ? Les émotions, vous avez éprouvé ? C'était le trac, alors justement, voilà. Si on me demande toujours, est-ce que vous avez toujours le trac ? Je réponds, d'une manière très vaniteuse, non. Je n'ai plus le trac, c'est quelque chose d'autre. Quand j'étais très jeune, comme ça, à cette époque-là, j'avais évidemment peur du public, quel qu'il soit. Mon père, les autres gens que je ne connaissais pas, j'avais peur de... Bon, je me suis dit, je vais rentrer en scène, ils vont me balancer des tomates, ils vont se demander ce que ce type fout là. Bon. Alors, ils n'ont pas fait, mais enfin, avant que je ne rentre en scène et que les gens commencent à savoir qui j'étais, ça a mis du temps. Et puis un jour, très immodestement, mais je ne suis pas modeste finalement, les gens ont fini par venir me voir, moi, mais des dizaines d'années plus tard.
Et donc maintenant, quand on me demande si j'ai encore le trac, je réponds non. Parce que je n'ai plus peur de vous. J'ai peur de moi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous, je sais que vous venez me voir et que vous m'aimez bien. C'est très précieux pour moi. Donc je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que ces gens qui me font la grâce de venir me voir attendent de moi? Bon, pour le moment, ça va. Si vous pouvez avoir la gentillesse de continuer comme ça m'arrange. Est-ce que l'on pourrait évoquer une figure tutélaire dont vous avez été l'élève, Tania Balachova, qui a eu quantité d'élèves comme Delphine Seyrig, Michael Lonsdal, Laurent Terzieff et d'autres, et vous-même. J'aimerais qu'on parle de votre apprentissage, mais si vous voulez bien, pour qu'on la situe tous, on va regarder une petite archive de 1964. Alors c'est vraiment une archive. On est parti à la bibliothèque la chercher. Ce qui est le plus difficile dans notre rôle de professeur, c'est de vous faire comprendre, vous autres débutants, que travailler la technique n'est pas des choix, qu'on peut garder son talent tout en sachant aimer les consonnes, ouvrir les mâchoires pour que le son sorte librement, caresser les consonnes et pas les faire une bouche molle pour être vrai. Vous serez aussi vrai quand vous saurez dire des mots beaux. C'est pour continuer juste sur... Ça m'attendrit. Je sais pas si vous m'entendez là, si je parle comme ça. On n'a pas besoin de ça. Si. Ça fait un écho, c'est pas bien. C'est mieux comme ça, vous préférez? Non mais répondez-moi. Vous préférez quoi, avec ou sans micro? Agréable, ça veut dire que j'ai pas de voix. Non mais c'est très... Elle vous a appris quoi, très Tania? bouleversant de voir Tania Balachova, qui évidemment était un phare pour moi, était une très grande actrice russe, comme son nom l'indique, et qui était une adepte de l'enseignement stanislavskien. On va faire un petit peu d'école là. Konstantin Stanislavski était le metteur en scène des pièces d'Anton Tchekhov, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, un grand auteur russe, qui a écrit La Cerisay, Les Trois Sœurs, enfin beaucoup de pièces que tous les acteurs dignes de ce nom ont envie de jouer. Et l'enseignement stanislavskien, c'est 200 ans avant pratiquer ce que les Américains ont construit en faisant l'acteur studio, c'est-à-dire use it, sers-toi de toi. Ça veut dire, sers-toi de ce que tu es, de ce que tu sens, de ce que tu veux sentir ou ce que tu ne veux pas sentir, pour le mettre au service de celui qu'on te demande d'incarner et dont a priori tu ne sais rien puisqu'il est inconnu. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les vrais acteurs, et j'en suis un, les vrais acteurs sont infréquentables. Ils sont infréquentables parce qu'ils tripotent des trucs à l'intérieur d'eux-mêmes pour nourrir le fameux personnage en question, qui sont parfois tout à fait inavouables. Mais un véritable acteur, c'est quelqu'un qui doit être capable d'incarner des choses tout à fait inavouables. L'enseignement de Stanislavski, c'est ça. Voilà. Alors ça peut paraître abstrait. D'ailleurs, à l'époque où Tania Balachova me parlait de ça et que j'avais 17 ans, je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien. Sauf que là, en la réentendant parler et en disant n'ayez pas peur de la technique, n'ayez pas peur d'articuler, n'ayez pas peur de jouer avec les mots, de les sculpter. Évidemment, elle avait totalement raison. Et quand on était très jeune comme ça, on ne savait pas le faire. On se disait que, comme d'ailleurs un certain nombre de jeunes acteurs aujourd'hui, si on parle comme ça, à ce moment-là, c'est un peu comme dans la vie. Non, on ne comprend rien. Donc évidemment, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on a eu du mal, enfin à cet âge-là, on avait du mal à comprendre. Le cours d'art dramatique de Tania Balachova, c'était pas un cours d'élèves, c'était un cours d'acteurs professionnels. D'ailleurs, il y en avait beaucoup, des acteurs professionnels. Vous avez cité Laurent Terzieff, il y avait Bernard Fresson, il y avait Roland Dubier, enfin il y avait beaucoup de gens qui se pressaient là. Donc ça, j'ai mis un temps fou à comprendre ce qu'elle voulait dire. Et puis un jour, je vous le raconterai peut-être tout à l'heure, à la suite d'une peine amoureuse qui est arrivée quand j'avais une trentaine d'années, je vous raconterai si on a le temps, j'ai touché du doigt ce qu'il fallait faire exactement pour se servir de ce qu'elle voulait enseigner, c'est-à-dire de me servir de moi-même. Voilà. J'avais une douleur très forte, et je me suis servi de cette douleur très forte qui était la mienne, pour la mettre dans la peau de cet autre que je devais incarner, et j'ai enfin compris en quoi ça consistait,
Yusit, c'est-à-dire de se servir de soi. Voilà, je vous raconterai. C'est assez clair? Oui, enfin bon, en gros, hein, c'est pas... Voilà, c'est les mystères de... C'est les mystères de l'art dramatique, on ne sait jamais vraiment. J'ai toujours pensé, enfin moi je pense maintenant plus que jamais, que les acteurs ou les actrices qui ne vont pas fouiller au plus profond d'eux-mêmes pour incarner un personnage, eh bien ces acteurs ou ces actrices, même s'ils sont bons, pas mal, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas aborder, et donc il y a quelque chose qui manque au personnage qu'on leur demande d'incarner. C'est comme ça. Alors, moi après, chacun on pense ça comme on veut, mais chaque fois que j'ai vu ça, et parfois à des collègues que j'aime beaucoup, que je peux estimer beaucoup, mais qui n'osent pas aller vers ce que le métier leur demande, parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils ont peur de fouiller des trucs à l'intérieur d'eux-mêmes, eh ben, il y a quelque chose qui manque. Voilà, c'est dommage pour eux, et c'est tant mieux pour moi. Est-ce que vous avez appris avec elle à travailler la gestion des imprévus, des accidents? Et d'ailleurs, est-ce que vous aimez ça quand vous jouez? Les choses, les émotions qui remontent à la surface que vous n'aviez pas anticipées, ou l'accessoire qui tombe, le partenaire qui rate une réplique, tout ce qui n'est pas prévu et répétable, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez finalement comme acteur? Ben c'est l'essence même du métier. C'est-à-dire c'est Michel Bouquet qui disait ça quand on lui disait, il disait vous allez rentrer en scène, et alors qu'est-ce qui se passe? Il me disait ben, je vais entrer en scène et je vais jouer une histoire que je connais par cœur et dont j'ignore tout. Voilà, ça a l'air contradictoire, en réalité c'est pas vrai. C'est-à-dire que on fait ça parce que justement, c'est toute la différence avec le cinéma. Au cinéma, vous tournez, vous jouez très bien, c'est fixé sur les pellicules, ça ne bougera plus jamais. Vous êtes fixé pour toujours de cette manière-là sur les pellicules. Au théâtre, les gens qui sont venus vous voir le mardi n'auront aucun rapport avec ceux qui viendront le mercredi parce qu'ils ne verront pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils nous ne serons pas les mêmes. Nous ne serons pas dans le même état. Vous ne serez pas les mêmes. Vous ne serez pas dans le même état. On se jette du haut d'une falaise et on vous dit vous allez voler. D'accord, alors on vole et on voit comment ça se passe avec vous, avec nous. Le bonheur du théâtre ou la difficulté du théâtre, c'est qu'on vit l'histoire ensemble. Alors si on la vit mal, c'est qu'on a raté notre coup. Le théâtre, c'est un art où on se marie. Et quand on ne se marie pas, c'est qu'on a mal fait le boulot. Voilà. Donc je continue de penser que je préfère faire l'amour dans mon lit que par correspondance. Et autre figure tutélaire qu'on le cite, c'est Marcel Maréchal, avec qui vous avez travaillé longtemps. Qu'est-ce que vous avez appris de fondamental à ses côtés? Tout. J'ai appris que quand on décide de faire ce métier-là, le problème, c'est pas gagner de l'argent. Le problème, c'est de continuer à avoir envie de devenir ce qu'on appelle un acteur. Peu importe si on mange un sandwich et encore, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est on dit qu'on fait du théâtre. Alors on fait du théâtre avec tous les inconvénients que ça peut avoir et quelquefois, déjà des récompenses. Mais enfin, à 20 ans, il y a beaucoup de travail et pas toujours des récompenses. Ça n'a pas d'importance. Il y a une éthique. D'ailleurs, c'est un mot qui n'est pas à la mode actuellement, mais pas seulement au théâtre. Mais c'est une manière de vivre. Voilà. On choisit une manière de vivre. Voilà. Les bons élèves, ça fait des bons notaires, mais ça ne fait pas forcément de bons artistes. C'est très immoral ce que je dis, mais je le pense quand même un peu. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, comment dire, l'important est on rêve des choses, vous savez, on rêve d'être des choses dans la vie quand on est un enfant ou un ado. On rêve d'être ceci, cela ou cela. Bon, quand on décide d'être un acteur, ce qui était mon cas, j'ai rêvé, effectivement, d'avoir ma photo dans le journal, des trucs comme ça. Ça finit par arriver, mais Maréchal m'a toujours dit que ça n'avait aucune espèce d'importance. Le problème, c'était pas d'avoir sa photo dans le journal, le problème était de savoir si je méritais d'avoir ma photo dans le journal, ce qui n'avait absolument rien à voir. Donc on se bagarre pour faire ce à quoi on croit. On y arrive, on n'y arrive pas, peu importe. Mais il m'a appris, effectivement, qu'à partir du moment où on décidait de se faire ce métier-là, rien d'autre n'avait d'importance. Absolument rien. Et je continue d'être d'accord avec lui 60 ans plus tard. Alors, retournez-vous si vous voulez bien. Je me suis juste amusée à regarder quels étaient les prénoms qu'on avait envisagés pour vous, dans les rôles que vous avez incarnés, notamment au cinéma, mais aussi au théâtre. Et j'ai constaté que
Finalement, celui qui revenait le plus, mais c'était le vôtre. Vous avez joué au moins 13 pierres. C'est anecdotique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être de votre personnalité qui transpire. Alors, il y a beaucoup. Ok, François, ça aurait été bien fort. Ça, c'est des. Georges, c'est mon père, Henri, alors. Non, c'est bien, Pierre, c'est très bien, non? C'est bien, c'est parfait. Voilà. Et alors, parmi tous ces personnages, évidemment, impossible de les mettre tous à l'écran, dans cette belle galerie, il y en a 10 qui ont été imaginés pour vous par un monsieur qui avait autant de génie que de facétie et dont j'aimerais qu'on écoute la voix dans le noir. Disons que le mot final que j'ai envie de prononcer, c'est de témoigner de l'énorme affection que j'ai pour ces 15 comédiens et pour le cinéma et le théâtre en général. Vous avez reconnu de Alain Resnais. Voilà, entre lui et vous, ce sont 35 ans de compagnonnage. Ça démarre avec moi Oui, ça fait 35 ans. On a travaillé ensemble pendant 35 ans, oui. D'ailleurs, je ne saurais trop remercier ici, devant vous, mon ami Francis Huster, grâce auquel j'ai commencé à travailler avec Alain Resnais, donc pendant 35 ans, parce que le personnage que finalement Alain Resnais m'a proposé était un personnage épatant mais très antipathique, et mon ami Francis Huster a pensé que son public ne le suivrait pas sur un personnage comme ça. Et moi j'ai pensé au même moment que comme je n'avais pas encore de public, il serait sans doute absolument ravi de me voir jouer quelqu'un de très antipathique. J'ai bien fait, ça m'a permis de travailler, de tourner 11 films avec Alain Resnais, de travailler avec lui pendant 35 ans. Voilà. Oui, c'est mon père de théâtre, oui, de cinéma. De cinéma. Ouais. C'est aussi un homme qui aimait profondément le théâtre, qui a été acteur lui-même assez tout début dans le service des armées. Vous incarniez ces Zambo, le personnage que vous voulez pas, Huster? Pardon, il y a un épouvantable Il y a un écho. Est-ce que c'est Zambo, le personnage que vous voulez pas jouer, Huster? Le personnage il s'appelle Zambo. Zambo, c'est une anecdote, mais Zambo, c'est un personnage qui se trouve dans toutes les pièces de Bernstein. Bon, ceux qui auront vu Mélo, qui est tiré d'une pièce de Bernstein, il y a toujours un personnage qui s'appelle Zambo. Voilà, d'ailleurs, moi-même, je m'en suis servi pour me servir de ça, pour faire un numéro mail, pour qu'on ne puisse pas me détecter derrière. Vous pouvez toujours essayer, vous ne m'aurez pas, hein, mais c'est grave. Voilà, oui, Zambo. Ça s'appelle Zambo. Vous percevez l'imaginaire faramineux d'Alain Resnais et comment a-t-il influencé le vôtre? Vous savez, c'est toujours pareil. Si vous avez l'instinct de percevoir, d'abord, j'avais déjà vu ces films. J'avais commencé à voir ces films, j'étais très très jeune et je n'étais même pas encore un acteur professionnel. Voilà, le premier film que j'ai vu, c'était Je t'aime avec Claude Rich. Puis après, j'ai vu Hiroshima, mon amour et Marianne Bard et tout ça. Bon. C'est le cinéaste que j'admirais le plus. Il n'a jamais fait partie de la nouvelle vague, contrairement à ce qu'on a pu penser. Et je le trouvais très à part et très en dehors de ce que racontaient d'autres metteurs en scène, qui ont été des gens avec lesquels souvent j'ai travaillé, que j'estimais beaucoup. Que ce soit, je sais pas, Chabrol, Lelouch, Costa Gavras, tous ces gens-là, mais Resnais me semblait être à part. Donc ça m'a fasciné, très vite. Et puis c'est quelqu'un qui aimait le théâtre. Alors, d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il commençait à faire un cinéma très théâtral. Très théâtral. C'est ici qu'on a vu Mélo, c'est ça? Tout à l'heure. Vous avez vu Mélo, c'est ça? Oui. Bah, c'est une pièce, hein, c'est une pièce. Et Resnais n'a jamais voulu, et c'est sur notre thé d'ailleurs, n'a jamais voulu cacher que ce qu'on filmait, c'était du théâtre. Et on ne faisait pas semblant de faire du cinéma. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on oublie qu'on fait du théâtre et on fait du cinéma. Ça, c'est sa force créatrice qui a fait ça. Donc, il m'a toujours regardé, Alain Resnais, comme si j'étais un objet précieux. Et à cet âge-là, c'est-à-dire que quand j'ai tourné Mélo, par exemple, c'était en 85, 6, un truc comme ça, c'est ça? 85, sorti en 86. Ouais, j'avais 41 ans. À cet âge-là, on peut encore douter de soi, ce qui était mon cas. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, m'a donné confiance en moi.
alors que je continue de ne pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser malgré tout et avec l'âge, il y a des tas de trucs que j'aime pas chez moi et dans lesquels je ne m'habitue pas. Lui, il m'a regardé vraiment comme si j'étais quelque chose de quelqu'un de précieux. Donc j'ai pris ça pour moi, et je trimballe ça avec moi depuis 40 ans. Quand je commence à douter, je vois l'image de René qui descend et qui dit « Non, vas-y, arrête de nous emmerder avec tes scrupules, vas-y, fais ce que tu as à faire. » Donc c'est resté, j'ai été quelqu'un de précieux pour lui, mais il aura été et il est encore quelqu'un de précieux pour moi. Voilà. Alors je propose, certains d'entre vous ont vu Mélo, mais peut-être pas tout le monde, qu'on regarde juste un petit instant, un petit extrait du fameux monologue de ce film qui fait 7 minutes 21. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez été marqués sans doute par le jeu, l'immense virtuosité d'André Dussolier, mais il y a aussi, face à lui... Attendez, j'ai pas fini. Non, je sais pas. Non, mais on va pas parler du Dussolier maintenant. Attendez. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'immense qualité d'écoute en Ah, face. quand même. Et que Marcel face à Romaine et Pierre, là c'est un travail en trio. Cette séquence est absolument géniale parce qu'elle relie le passé, le présent et le futur. C'est vraiment c'est du génie à l'état pur. C'est-à-dire que le personnage de Dussolier raconte un souvenir, donc c'est le passé, il le raconte au présent et c'est vous deux, par la qualité de votre regard et de votre écoute qui rendent la scène très présente. C'est surtout ça, oui. Ouais. Et en plus, il évoque, il raconte déjà, il y a une prémonition, parce que la fin du film est racontée dans cette séquence. On se fait un tout petit instant, si Mika veut bien envoyer l'extrait, et qu'on va être attentif à votre qualité d'écoute. Il s'agissait de toute autre chose. Elle m'avait inoculé une sorte de phobie, une épouvante. L'épouvante du mensonge. Toujours son mensonge était entre nous, j'en souffrais sans répit. Cette frêle, vaporeuse créature défendait son âme secrète avec une constance et une fermeté. Oh, elle m'a beaucoup donné. Un désintéressement absolu, un dévouement à ma carrière, presque sans borne, j'en demandais pas tant. Pour être heureux avec Hélène, elle s'appelait Hélène, il me suffit de quelques rayons de sa sincérité, autrement dit de l'impossible. Elle savait mentir, jusque dans la vue. Comment dis-tu? Jusque dans cet aveu. Ouais, c'est rare, ça fait plutôt insignifiant d'ailleurs. Je vous ennuie. Oh. Mais pas du tout, voyons. Oui, on était jeunes, oui, je sais. Vous vous souvenez du tournage de cette séquence, avec ce travelling? Oui, c'est un très, très beau souvenir. Le monologue était magnifique, il était merveilleux. André Dussolier, oui, il était merveilleux. Le tournage de ce film a été assez extraordinaire. On l'a tourné en très peu de temps. On a répété, comme au théâtre, pendant 1 mois. Ah, je me disais aussi, c'est con qu'il n'y ait pas un petit portable qui sonne quelque part. Alors, qui lève la main, le coupable. Lâche, espèce de lâche. Bon, voilà. Donc voilà, on l'a tourné en 19 jours, c'est très peu. Et bon, je me souviens évidemment de ça, mais je me souviens aussi beaucoup d'une chose très particulière, que je n'ai plus jamais revécue depuis d'ailleurs. La veille du premier jour de tournage, on est allé sur le plateau, le décor était entièrement construit, et René, la script, le chef opérateur, l'ingénieur du son, et quelques techniciens très importants, on a fait ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire qu'on a défilé dans le décor, nous, les 4 acteurs, l'histoire, sans caméra, sans rien, mais eux regardaient, se disaient, tiens, on mettra la caméra comme ça, on fera un gros plan là, on fait comme ça. Et on a donc joué le film avant qu'il n'existe. Voilà. On a été, nous, dans l'état des acteurs de théâtre qui jouent une pièce et qui, quand elle est finie, s'arrêtent et passent à autre chose. Les techniciens ont été frappés par notre émotion qui était très puissante d'ailleurs. Et tout ça n'existe plus puisque ça n'a jamais été filmé. Ça a servi simplement
comme ça, comment dire, minuscules de ce que le film deviendrait. Et on est resté tout le monde était bouleversé, hein, franchement. Et le fameux monologue, il a eu lieu en direct devant les techniciens. La scène des deux hommes à la fin, on l'a faite aussi pareil. Je n'ai jamais revécu ça, jamais. J'ai tourné beaucoup de films et je n'ai jamais été confronté au fait de raconter cette histoire avant même que le film n'existe. Voilà. Donc ça m'est toujours revenu à l'esprit, comme quoi finalement le théâtre a sa place partout et le cinéma aussi. Voilà. Aucun des deux n'est battu. Ce qui est merveilleux, c'est quand les deux se marient. C'est exactement ça. Alors, autre moment de bravoure, parce que c'est dans Smoking No Smoking, vous avez eu d'ailleurs un César pour Mélo et un autre pour Smoking No Smoking. Vous jouez dans ce film 4 personnages, Sabine Azéma en joue 5, et là on est dans le jardin des Teasdale, Lionel et Cilia conversent, et attention, vos oreilles, puisqu'on est dans un grand moment de pure virtuosité où on sent votre amour de la langue. Excusez-moi, je papote pendant que vous travaillez. Ça me gêne pas, hein. Vous savez, quand je commence, moi je suis une vraie fille, alors. Vous non, hein? C'est plutôt une carpe. Ah, je sais poser quand je veux. Vous les compose? Oh non, c'est pas. Non. De quoi vous les compose? De musique? Est-ce que ça vous intéresse seulement la musique? Non, mais je disais pas du tout pour cette fois, non, excusez-moi. Alors quel genre de musique vous aimez? Vous aimez la musique quand même? Moi? Oh, oui, beaucoup. Quel genre? Classique. Ouais. Vous aimez pas la pop? Certaines choses, je trouve certaines choses très intéressantes. Moi je déteste, c'est de la merde. Ah, Vous aimez Sibelius? beaucoup, énormément, oui. Jean Sibelius? 1865-1957, son concerto pour violon, vous connaissez? Oui, c'est une merveille. Le style de Ponella, vous connaissez? C'est magnifique, oui, magnifique. Vous connaissez Nielsen? Carl Nielsen, 1865-1931? Non. Un Danois, il y a des similitudes. Vous devriez écouter ça, Nielsen, là. Je crois que ça vous plairait, ce Carl Nielsen. Oui, je vais le faire, je vais le faire. Ah oui, à ne pas oublier. C'est un peu comme... Il y a des tas de gens qui jurent que par malheur en ce moment. Oh, malheur. Oui. Gustave Malheur, 1860-1911. Et il y a des tas de gens qui le connaissent, par contre, ils ne connaissent pas Bruckner. Moi, je préfère Bruckner. Ah bon? À mon avis, c'est supérieur. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, Malheur a passé sa vie à chercher Dieu, c'est Bruckner qui l'a trouvé. Je crois que c'était Wilhelm Furtwängler. Il a trouvé Wilhelm Furtwängler. Oh, c'est ridicule. Mon Dieu. Ah oui, excusez-moi, bien sûr. Bruckner a trouvé Dieu. Antoine Bruckner, 1824-1896. Ouais. 1896. Mais finalement, c'est très récent, tout ça. En tout cas, on a la musique en commun. Et les jardins aussi. Ouais. J'avais complètement oublié. Enfin, j'avais pas oublié le film, évidemment. Moi, je me souvenais plus de cette histoire de date de naissance et date de la mort. Je passe mon temps à présenter mes camarades et collègues comme ça. Voilà. Laurent Gérard, 1754-1822, tout ça, donc ça les rend fous. Non, c'est vrai, c'est vachement... C'est bien, oui. On était très jeunes, c'est vrai. C'est une punition, cette histoire. Alors, continuons. Essayons de boire des choses où je suis plus âgé, peut-être, non? Écoutez, on va aller. En fait, il y a une petite rime riche. J'ai trouvé. Je ne sais pas si vous avez vu sur scène Art de Yasmina Reza, que vous avez joué 500 fois. 500 fois, oui. 500 fois. Ouais. Bon. Il y a une séquence dans Art que je vous exhorte à... On la trouve en ligne et c'est vraiment un bonheur absolu, c'est Soirée Génial Garantie. Et il y a vous avez la gestuelle dans Art d'Azéma dans la séquence qu'on vient voir. Si Miguel veut bien nous lancer ce petit extrait. Ah bon. Il y a... Oui. Ah oui. Ah oui, oui.
hein, attention, il a une période similaire en ce moment, mais celui-là, c'est un de 70. Ah oui, oui, oui. Cher? Dans l'absolu, oui, en réalité, non. Il te plaît? Ah oui. Ah oui, oui, écoute, oui, ah oui. Ah, là. Évident. Évident et en même temps... Paradoxal. Probablement... Il y a le même doigt que Azéma. Face à votre jeudi, vous avez une gestuelle très proche d'Azéma qui est... Non, je me rends pas compte. Non, je me rends pas compte. Non, je me rends compte que... Bon, d'abord, encore une fois, on est vraiment très jeunes. Ben si, oui. Bon. Alors non, c'était un plaisir magnifique de jouer ça avec mon camarade Lucchini et Pierre Vanac qu'on ne voit pas là, dans cette séquence. Non, c'est beau justement là, par exemple, ce dont je parlais de Stanislavski tout à l'heure, là, enfin moi en tout cas je m'en sers, quoi. C'est-à-dire que quand il dit ah oui, oh là là, oui, ça c'est... Alors qu'il n'a pas d'opinion du tout. Le personnage n'a aucune opinion. Sur le tableau, il ne sait pas s'il doit trouver ça bien, s'il doit trouver ça pas bien, s'il doit s'en foutre, s'il doit se mettre en colère. C'est-à-dire toute la pièce tourne autour de ça. Et je me suis souvenu comme ça de choses qui m'étaient arrivées plus jeune, où pour faire le malin en face de copains à moi qui savaient des choses, je voulais montrer que moi aussi j'avais suffisamment de culture pour abonder dans tel ou tel sens. Et là, donc, je me suis servi de ça pour faire avaler cet auteur, parce qu'on voit bien qu'effectivement, il ne sait pas quoi dire parce qu'il n'en pense rien, quoi. C'est un personnage qui n'en pense rien. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur du ridicule. Voilà. Des acteurs qui ont peur du ridicule ont tort d'être acteurs, parce que il ne faut pas avoir peur d'être ridicule, c'est ridicule d'avoir peur du ridicule. Un acteur doit être capable d'accepter ça, ou alors c'est une gravure de mode. Mais est-ce que c'est bien intéressant? Je me le demande. Alors, il y a un autre moment dans le film où vous avez une tirade quand même de 3 minutes 28, qui est un moment de bravoure, c'est la tirade des belles-mères. On va se faire le plaisir quand même de regarder un petit extrait, et j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez fait. Juste ça. Miguel, s'il vous plaît. Patientez quelques secondes. Ah, 8h12. Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique, les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée, elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Donc moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y être, si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui répond à la visite. Bon, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Bon, finalement, je finis par me laisser convaincre totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir et je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça. Nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. » Elle me dit « Si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. » Je dis « Maman, je t'en supplie. » N'envenime pas les choses. Elle me dit « Comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée en dessous de celui d'Yvonne, solidement amarrée aux patronymes de ton père ?» Bon, maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons demain matin de tout ça d'être posé. Quand vous êtes dans les coulisses, avant que Lucchini dise 20h12, comment vous dites, qu'est-ce que vous vous dites avant de rentrer en scène, sachant que vous savez ce qui vous attend? Je ne me dis rien. Non, je ne me dis rien. Il suffirait que je me dise, tiens, attention, il faut que je fasse ça ou ça ou ça, pour que ça n'ait pas lieu. Non, je ne me dis rien du tout. Je ne me dis rien du tout. On avait travaillé, c'était très difficile d'ailleurs, parce que, comme vous avez pu le constater, là, vous n'envoyez qu'un petit morceau, qui est bien déjà, mais ça dure 3 minutes et demie, c'est long, 3 minutes et demie, hein, au théâtre. Le but étant que le récit, qui est absolument baroque, de ce que vit ce type,
deviennent une espèce de labyrinthe inextricable dans lequel il se noie. Si je fais rentrer la raison là-dedans, je ne peux pas le jouer. Donc, je fais comme un enfant qui, à un moment donné, raconte quelque chose auquel les parents ne comprennent absolument rien, mais lui, il entre dans une espèce de système iconoclaste et fou, qui fait qu'à un moment donné, il raconte, il n'y a plus de ponctuation, il n'y a plus de point, il n'y a plus de délié, il n'y a plus de sentiment, il n'y a rien du tout. C'est une sorte de flou ininterrompu de choses qui passent dans sa tête au même moment et qui n'arrivent pas à trier. C'est pour ça que ça marche. Voilà, c'est fait comme ça. Non, je ne me dis rien du tout. C'est marrant d'ailleurs parce que je me souviens très bien que le spectacle a été un triomphe mondial. Hein. Pas moi, et on était quand même 3, plus l'auteur, et d'abord l'auteur Yasmina Reza, metteur en scène Pierre Braque, tout ça. Bon, ça a été un triomphe mondial, même Sean Connery l'a produit à New York. Simplement, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soir de la Générale, comme d'habitude, évidemment, il y avait honnêtement tout Paris, hein. Bon, comme d'habitude aussi. Alors c'est marqué dans mes contrats, maintenant il n'y a plus de Générale dans les pièces que je joue parce que je déteste ça. Donc la salle était peinte. La Générale avait eu lieu à la 10e. On avait donc joué 9 fois avec un public normal comme vous, quoi. C'était formidable, pas de problème. Le jour de la Générale, on commence à jouer comme si on jouait un massacre. Pas une réaction, pas un bruit, pas un rire, rien. Et donc, il n'y avait pas encore eu le monologue. Hein. Et ça m'énervait, je me disais, c'est pas possible, c'était un triomphe jusqu'ici, qu'est-ce que ces gens-là sont venus foutre là? Bon. Et puis, la pièce continue de la même manière, et est arrivé le moment du monologue, et j'étais tellement furieux, mais en me disant, qu'est-ce que c'est que c'est con, ils trouvent que c'est bien de pas rire, ils trouvent que c'est pas ça, c'est mieux, c'est plus... Je suis rentré en scène, bille en tête, et ivre de rage, là on en voit pas mal, hein, mais ça c'était multiplié par 10 que j'ai fait. Et là, d'un seul coup, les gens, on a décapsulé la bouteille, et le champagne a jailli. Pas à cause de moi, hein, à cause c'est simplement, j'ai appuyé sur le bouton pour qu'enfin, ces braves gens, cette intelligentsia bourgeoise ou pas, peu importe, acceptent de se dérider, les gens ils sont d'ailleurs beaucoup déridés, acceptent de voir qu'ils étaient en train de voir, non pas à cause de moi, mais à cause de la pièce, qu'ils étaient en train de voir un chef-d'œuvre. Et ça a tout, absolument tout débloqué. Donc ça c'est resté dans ma mémoire, parce que je ne suis pas responsable d'avoir tout débloqué, mais je suis en tout cas en partie responsable, surtout avec Yasmina Reza, de leur faire comprendre qu'à un moment donné, il était mieux qu'ils ne restent pas silencieux pour ne pas mourir idiots. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que vous avez un sens du rythme très aiguisé. Le rythme, vous avez ça dans la peau, non? Il y a un truc de musicien. Oui, mais presque. alors ça, c'est toujours le même truc. Le rythme, pas moi qui ai ça, c'est Paul Newman. Ah oui, le rythme n'est que la conséquence d'un état intérieur. Si on vous dit non, il faut que tu ailles plus vite, il faut faire du rythme, truc comme ça, mais qu'on ne vous donne pas, si on ne vous dit pas pourquoi il faut faire ça, c'est une erreur. Ça veut dire que le metteur en scène n'a rien à vous dire, ne vous donne pas rien d'autre comme nourriture que de faire de la vitesse. Ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, il faut refuser de le faire. Si, parce que, comme ça, par exemple, le personnage commence à devenir dément parce qu'il vit une histoire qui est folle et qu'à un moment donné, ça fait rire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de point d'arrêt. Il avance. On n'a pas vu la fin, mais à dernier moment, il est à court de salive et il s'arrête. Bon, c'est ça qui fait rire. Alors ça, d'accord. Un rythme comme ça, d'accord. Sinon, le rythme pour le rythme, ça ne veut rien dire. C'est pas comme ça que ça se passe. On va évoquer votre relation à vos partenaires et on va rejoindre le titre de cette séance, Bonheur de la vie d'Hector, en écoutant ce qu'a à nous dire Baya Kasmi, avec qui vous avez joué quelques séquences dans Le Premier Venu de Michel Leclerc qui a été diffusé il y a peu. Ouais. Voilà, on va écouter Baya que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours. C'est extraordinaire de jouer avec Pierre Arditi parce que déjà moi je suis une grande fan. J'ai vu peut-être pas tout ce qu'il a fait,
cette espèce de joie qu'il a à jouer, qui est communicative et qui se voit en fait dans chacun de ses rôles. Il y a une espèce d'énergie et de jeu tout le temps, comme s'il nous faisait des clins d'œil et qu'il se délectait de ce qu'il produit, comme s'il jouait comme un enfant, quoi. Et ça, c'est encore plus extraordinaire quand on rencontre quelqu'un qu'on admire et qu'on aime, d'avoir la chance de jouer avec lui et d'avoir en face de soi un partenaire qui a une expérience de malade et qui vous met à l'aise et qui vous dit on va rigoler, rien n'est grave. Dès qu'on avait une forme d'anxiété ou de peur de ne pas assez bien faire, parce que on est un peu impressionné par lui quand même, ben, il allège tout ça et il vous fait vous amuser parce que lui il s'amuse et je crois qu'il ne s'est jamais lassé. Donc pour lui on sent que c'est une chance de jouer et du coup voilà, on a envie de tout donner et c'est vrai, c'était vraiment une joie de gosse, quoi, comme si on faisait des bêtises enfants. Oui, elle a raison. Oui. Un acteur, ça joue. Alors, qu'est-ce qui joue dans la vie, les enfants? Voilà. Donc moi, au fond, je suis pas une exception, mais au moins je sais que j'ai choisi de jouer dans ma vie. Donc je joue. Ça me fait très plaisir ce qu'elle dit. Elle a réalisé 2 films, c'était vachement bien. Oui, je joue. Je joue parce que il y a 2 catégories d'acteurs. On ne peut pas m'empêcher de le dire, ça. Une catégorie qui décide d'être acteur pour se perdre et pour mettre de côté un monde auquel ils ne veulent pas avoir affaire, ce que je peux parfaitement comprendre. Et une deuxième catégorie d'acteurs, à laquelle j'appartiens moi, qui est que je ne mets pas la vie de côté et que je joue pour savoir qui je suis. Je viens d'avoir un âge magnifique, 80 ans, c'est un désastre, mais enfin, pour que je vous dise, c'est comme ça. Je continue de ne pas encore tout à fait savoir qui je suis. J'en sais une bonne partie, mais il y a encore une bonne partie qui est en voie d'éclaircissement, je ne sais pas comment il faut dire ça. Toujours est-il que il y a des acteurs qui font ça pour se perdre de vue, et moi je fais ça pour enfin pouvoir me regarder normalement. Ça fait 60 ans que je fais ça, je ne suis pas arrivé au bout, donc je n'y arriverai sans doute pas, peu importe, c'est comme ça. Voilà. Donc quand on me dit, lui il joue, oui je joue, je suis heureux de jouer, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai choisie. J'ai choisi d'être comme ça. Alors après, on a le droit de pas l'être. Peu importe, je ne force personne à vivre comme moi. Mais je suis content si je suis encore un petit garçon. À mon âge, ça devient compliqué, mais quand même, on peut avoir des petites bribes d'enfance qui se trimballent pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça que, au grand parfois énervement de ma femme, mon excellente femme que j'aime tendrement, et qui est au premier rang et qui est exaspérée par ce que je vais dire, elle lève déjà les yeux au ciel, c'est formidable. C'est pour ça que, ne pouvant plus avoir d'enfants, je suis encore en extase devant ceux des autres. Voilà, quand je vois là, on est venu ici en train, il y avait des petits-enfants magnifiques, des petits Chinois qui étaient beaux comme des astres. Un petit enfant qui a beuglé pratiquement pendant 2 heures. Et puis un autre qui était un peu plus loin, qui de temps en temps pleurnichait un peu. Donc je les regardais comme ça, ils étaient beaux comme des anges. Et c'était merveilleux. Et quand le père prenait le petit qui gueulait le plus, le petit s'arrêtait tout de suite, évidemment, c'est normal. Et quand il le reposait, hop, ça repartait un petit coup, donc c'est formidable. J'ai adoré ça. Je me suis dit, voilà, j'ai peut-être 80 ans de plus qu'eux, mais finalement, je me reconnais tout à fait dans ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que je suis comme ça. Peut-être pour ça aussi qu'après tout, je ne suis pas un si mauvais acteur. Un autre exemple qui va nous le prouver, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Maestro de Bruno Chiche. Ah oui. Et j'aimerais bien que vous nous parliez du jeu avec le regard du partenaire. Quand le regard du partenaire est planté dans le vôtre et que c'est vous qui parlez, comment ça se passe entre vous? Il y a une énergie, j'imagine, quelque chose qui circule, je ne sais pas. Alors dans cette séquence, donc, Yvan Attal et vous-même jouez un père et un fils qui sont en concurrence puisque tous les deux sont des chefs d'orchestre, mais l'un vient d'obtenir un poste que l'autre convoitait en Italie. Miguel, c'est à vous, avec cette petite seconde d'attente. Est-ce que je t'ai humilié? Pourquoi tu m'as rien dit?
pitié de moi. Voilà. La pire des humiliations pour un père, c'est de provoquer la pitié de son fils. S'il y a bien un sentiment que j'ai jamais eu vis-à-vis de toi, c'est la pitié. Alors c'était quoi alors? T'as peur de moi? J'avais peur de moi. Peur de moi. Si ça t'avait pas plutôt peur de monter sur une scène prestigieuse et de te confronter au public, le public, pas celui-là, l'autre, le vrai. C'est ça. Ah oui, oui, l'écoute, c'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est ce qui est essentiel. C'est pas forcément quand tu parles que c'est important. Tu parles quand tu peux plus faire autrement, mais l'écoute d'Attal, par exemple, là, elle est merveilleuse. Il prend tout, il dit là, il prend tout, quoi. Il répond à tout dans le silence. Il est magnifique, quoi. Il est magnifique. L'autre, le père, est en souffrance, mais lui, il peut l'exprimer. Le fils ne peut pas exprimer. Il est obligé de ronger son frein. C'est marrant, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite anecdote là-dessus, qui aura l'air de ne pas avoir de rapport, mais qui en a un temps très précis. C'est que un jour, comme ça, René va au cinéma, va voir un film, je ne sais plus lequel. C'est lui qui m'a raconté ça. Et alors, il est derrière lui, il y a deux dames qui discutent, c'est l'entracte, la salle n'est pas, il n'y a pas de noir, rien du tout, donc elles discutent, bon lui, toujours très, comme ça, très bien, très digne, et puis continue de discuter, puis à un moment donné, les publicités s'achèvent, elles continuent de discuter, et à un moment donné, donc la lumière se diminue, le rideau de la salle de cinéma ouvre, commence le générique du film, les dames continuent de parler, et pendant tout le générique, et puis la première image du film arrive, elle continue de discuter, et ces deux acteurs sont sur un banc devant la caméra, comme ça, elle continue de discuter, et René, qui était un homme très poli et très bien élevé, se retourne gentiment et dit à ces deux dames, Madame, voilà Madame, merci, le film est commencé, si vous pouvez vous taire maintenant. Et il y en a une des deux qui le regarde et qui lui dit, mais enfin, monsieur, ils ne disent rien. Voilà, ça dit tout. C'est-à-dire que ça dit tout. Il faut parler, sinon il ne se passe rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il se passe des tas de trucs, y compris, et surtout d'ailleurs, quand on ne parle pas. C'est la chose la plus dure pour les acteurs et actrices, je dis toujours acteurs et actrices, c'est de savoir écouter. Si on ne sait pas écouter, on ne sait pas jouer. Hein, c'est comme ça. On peut pas, ça peut pas être autrement. C'est la discipline la plus difficile, et quelquefois, c'est souvent même on prend en flagrant délit des collègues qui n'écoutent pas ce que leur disent leurs partenaires. Ça se voit comme il est au milieu de la figure. Est-ce que vous avez travaillé votre voix? Non. Non. Alors là, je vais vous dire un truc, parce que je ne vais pas me faire que des amis d'ailleurs, mais tant pis. Je n'aime pas ma voix. Bon, je me dis, oh, si, elle est très belle, non, elle est sûrement très belle. Là, je n'aime pas. Bon, je ne vais pas me dire, oui, ma voix est tellement géniale que non, j'aime pas. Et je n'ai jamais aimé, j'aime pas ma tronche, alors maintenant ça n'a plus d'importance, mais j'aime pas ça non plus, j'aime pas la manière dont je me coiffe, je n'aime pas la manière dont mes pantalons tombent sur mes chaussures, voilà. Tout ça, c'est des trucs de gosse d'ailleurs, c'est des trucs d'enfant. Donc je n'ai pas travaillé ma voix, parce que ce que ma voix transmet avec le temps, c'est ma vie. C'est ce que je suis, ce que je suis devenu, ce que j'ai vu, ce qui m'a ému, ce qui m'a mis en colère, c'est comme ça. Ma voix
a été sculpté par tout ça. C'est ça. Je n'ai pas travaillé. Et il y a, dans ce métier, on a le droit de dire, mais alors, il faut faire travailler le corps, il faut... Bon, je comprends très bien. D'ailleurs, l'acteur studio, il y a toute une série de travaux comme ça sur le travail du corps, comment dire, la silhouette, les mouvements, les machins, personnellement, je ne crois absolument pas à ça. C'est personnel, mais je n'y crois pas, ça m'ennuie, pour ne pas dire que ça m'emmerde. Et je veux dire que c'est pas parce qu'on bouge bien le corps qu'on sait jouer la comédie, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le corps bouge. C'est quoi ça? Non, c'est parce que vous n'avez pas les mauvais. Hein? Le corps bouge. Le corps bouge. Ah oui, c'est ça. Faut parler moins. Le corps bouge parce que c'est nos sentiments qui font bouger notre corps. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que c'est si difficile. Et si on dit oui, alors tu comprends à ce moment-là, il faut que ton corps fasse comme ci, comme ça. Non. Non. On joue, on attrape le personnage à bras-le-corps, on essaie de lui tordre le cou, on se tord le sien par la même occasion, et le corps suit. Le corps suit. Mais ce n'est pas le corps qui dirige ce que l'acteur doit incarner. C'est l'acteur qui incarne et qui dirige tout le reste. L'acteur dirige la vie, et la vie se plie à ses désirs. C'est d'ailleurs le seul moment où la vie se plie à quelque chose, parce qu'après, évidemment, elle se venge et d'une manière terrible. Voilà, la preuve, c'est que je ne manquerai pas de payer l'addition un peu plus tard. Mais je m'en fous, je m'en fous. Ça, c'est... Alors, il y a des enseignements comme ça, on dit oui, la manière de bouger le truc, je veux bien, ok, d'accord. C'est comme la cuisine végane, si vous voulez. Pour moi, c'est... Je n'ai vraiment, je n'ai aucune critique. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai essayé une fois ou deux, par honnêteté. Bon, et après, je me suis demandé comment on pouvait servir un truc dans une assiette qui ressemblait à une plaque de béton dont on pourrait se servir pour construire des murs d'enceinte pour l'armée française. Voilà, donc je n'ai plus jamais recommencé. Non, mais bon, je déconne, mais c'est vrai, c'est pas grave. Pas grave, et d'ailleurs, tout à l'heure, on a fait un très joli repas au château Méneil, qui est vraiment très bien dans un cadre absolument divin, et on a admirablement mangé. J'ai dû refaire un coq à l'âne, mais c'est la même chose. Et ma femme, qui est toujours là et qui a toujours raison, elle, bien sûr, elle se fiche de moi depuis 40 ans. Pour moi, les légumes, c'est les pommes de terre, sauter, pas sauter, bouillir, ce qu'on veut. Les tomates qui ne sont pas un légume, mais un fruit. Voilà. Et de temps en temps, une jolie salade verte, et c'est tout le reste. Alors on dit, il y avait un truc très belle, des côtes de bœuf, très belles. On m'a dit, est-ce que vous voulez des petits légumes de saison? Et non, pas des légumes de saison. Je me suis dit, encore un petit effort, et ils vont me proposer des légumes oubliés. Non, parce qu'on a très bien fait de les oublier, les légumes. Mais il y avait un délicieux petit gâteau de pommes de terre qui, lui, était comme ça tranché fin, ça ressemblait un peu à... Comment ça s'appelle, c'est un truc qu'on mange à Lyon, qui est le gratin dauphinois. Ça, c'était parfait, avec cette viande merveilleuse, et basta pour le reste. Voilà. Comme quoi, le vegan, les vins naturels, alors, tout ça, c'est pas pour moi, donc je n'ai pas besoin qu'on m'explique comment je dois tenir ma main gauche plutôt que ma main droite pour incarner quelqu'un qui, à un moment donné, a décidé d'arrêter de vivre. Donc ça, franchement, je peux me débrouiller autrement sans ça. J'ai fini. On retrouve là l'idée de la gourmandise à la vie, à l'écran, en fait, tout le temps. Ouais. Néanmoins, puisqu'on parle un tout petit peu donc, de voix, de technique, j'aimerais qu'on regarde un extrait d'un film jubilatoire, un autre d'un remake, qui est, on connaît la chanson, sur un scénario d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry, oui, où vous parlez, puis vous êtes en playback, puisque le principe c'était de jouer sur la façon dont les chansons populaires hantent nos vies et les infiltrent. Et c'est quand même un travail de haut vol, ce que vous avez tous fait. Par exemple, dans cette séquence, nous rappelons que vous jouez Claude Lalande, le mari d'Odile Lalande, qui vit un petit moment de crise, et votre personnage, lui, a l'intention de quitter son épouse, mais n'ose pas le lui dire, ce qui donne ceci. Je suis venu... J'ai fait une grosse bêtise, Claude. Ah oui? La vue va être complètement bouchée. Des constructions partout. Il va y avoir un énorme immeuble. Là, juste en face. Un énorme immeuble ou ça? Là, juste en face. Et ce salaud qui m'a rien dit.
Qui, Marc Duverier? Oui. Il le savait, il te l'a pas dit? C'est ma faute. C'est ma faute, je me suis précipitée chez Lydia. Je suis même pas allée au Canada, je suis idiote, c'est tout. Non, tu pouvais pas savoir. Tu me fais confiance, tout simplement. On voit pas sur la tête des gens s'ils sont honnêtes ou malhonnêtes. Non, pleure pas comme ça. T'es gentil, t'es toujours gentil avec moi. Je m'en rends compte, j'ai peut-être pas l'air. Je pourrais pas vivre sans toi. Tu le sais. Tu le sais, hein. Non, je savais pas. Tu voulais me dire quelque chose. Je suis venu te dire. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. Vous allez rire, mais je trouve plus les toilettes. Mais je vais continuer à chercher, hein, c'est pas grave. Monsieur Duverier! Oui. Je voudrais vous poser une question. Une question, oui? Vous nous avez tout dit au sujet de cet appartement? Oui, bien sûr. Vous n'avez omis aucun détail? Un projet de construction, par exemple? Ouais, alors c'était différent parce que c'était des playbacks en fait. Hein. Voilà. Il y a un film, un autre film qui s'appelle Pas sur la bouche, où là on chante vraiment, ce sont nos voix. Et celui-là c'est un playback. Je suis venu te dire que je m'en vais, et moi dans mon coin je suis Chasson Lazabo. Tous les autres ont des choses comme ça. C'est un autre travail. Alors, les playbacks, il y a beaucoup de chanteurs qui en font, et ils les font très bien, c'est leur métier. Mais là, d'abord, c'était assez compliqué à maîtriser comme technique. Et ensuite, il fallait aussi jouer la comédie en même temps. Donc c'était ça comment dire, la difficulté, quoi, l'exercice. C'est un beau souvenir aussi. C'est vrai que ce que vous me montrez là, parce que oui, je me fais encore engueuler par ma femme, je le sens, je le vois venir. Parce que je suis très nostalgique, maintenant je deviens de plus en plus nostalgique. Mais c'est peut-être l'extraordinaire avantage ou douleur de fabriquer ce métier-là, c'est qu'on est tout le temps confronté à sa propre image. Vous avez de la chance, par exemple, parce que vous n'êtes pas obligé d'être mis en face à face avec ce que vous êtes, ce que vous avez été, et encore moins ce que vous serez. Moi, ça fait 60 ans que je suis obligé de voir ce que je suis, surtout ce que je ne suis pas, ce que je suis en train de devenir, et encore pire, ce qui ne me plaît pas et que pourtant je suis obligé de vivre. Donc chaque fois que je vois des trucs comme ça, je me dis, putain, j'étais quand même vachement sévère avec moi, parce que j'étais pas mal finalement, sauf que c'était il y a 30 ans que je suis plus du tout comme ça. Donc maintenant, c'est insupportable, c'est une douleur totale, et en même temps, je me dis qu'après tout, j'ai eu une telle chance de vivre tout ça, que ce serait le comble que je me plaigne. Voilà, alors je suis désolé, la preuve, c'est que je ne devrais pas me plaindre, puisque vous êtes tellement nombreux là, à venir écouter ce que je suis en train de déblatérer, que finalement, je ne peux vous dire qu'une seule chose, merci. Vous avez aussi fait beaucoup de doublages. Et c'est impressionnant parce que quand on revoit, alors vous avez doublé De Niro, Dustin Hoffman, Peter Coyote et d'autres, Christopher Reeves aussi. Quand on voit par exemple la valse des pantins de Scorsese, où De Niro soliloque beaucoup, il y a beaucoup de monologues, on sait qu'en anglais le rythme n'a rien à voir avec celui de la langue française. Et vous, mais alors, c'est étonnant ça aussi, c'est qu'il y a une résonance, quelque chose que vous arrivez à capter. Comment vous faites? C'est un métier, ma bonne dame, vous allez me répondre. Oui, c'est un métier. J'ai eu beaucoup de mal au début parce que c'est très difficile. Pour ceux qui ne savent pas, quand on double un film américain, par exemple, alors il y a l'image, on vous montre, on s'est découpé en petits morceaux, parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, donc on prend une petite séquence, comme ça, un petit bout, et on la regarde, et sous cette petite séquence, il y a ce qu'on appelle la bande rythmo, c'est-à-dire qu'il y a une bande qui passe avec le texte écrit en français, et qui coïncide avec le mouvement des lèvres de l'actrice ou de l'acteur
qu'on doit doubler. Bon, donc au début, moi je me souviens quand je voulais en faire un petit peu, la bande défilait à une telle vitesse, je me suis dit jamais j'arriverai à faire ça, puis petit à petit on s'y habitue, puis au bout d'un moment, vous la regardez même plus, parce que ça devient tellement lent que vous pouvez... Bon, alors voilà. Après, ce que j'ai trouvé formidable, quand j'ai eu la chance de doubler des acteurs conséquents, hein, Hoffman, De Niro, je viens de redoubler 2 fois là, comme ça passe par tout petits bouts comme ça, vous pouvez prendre le temps de voir comment ces acteurs-là jouent. Parce que ça passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et donc au fur et à mesure, vous voyez comme, parce que vous comprenez ce qu'ils disent, puisqu'il y a la traduction française en dessous, donc vous voyez comment l'acteur, en l'occurrence l'acteur pour moi, comment il aborde telle ou telle phase de jeu, et vous dites, tiens, c'est formidable quand même qu'il aille comme ça par en dessous, alors que c'est quelque chose qui est très violent, mais ça va devenir violent après. Donc c'est très très instructif. C'est assez formidable. Le danger de ça, évidemment, c'est qu'à un moment donné, on se contente de faire le singe et d'imiter ce que fait l'acteur en question, et de complètement oublier qu'il faut réinventer ce qu'il fait lui, puisque là, on lui enlève une partie de ce qu'il est pour prendre sa place. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ça apprend des tas de choses, et en même temps, il ne faut pas s'y habituer, mais ça sert beaucoup. Là, je viens de doubler 2 fois Robert De Niro, une fois dans un Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Enfin, le dernier. Comment? Dans le tout dernier, avec les Indiens. Oui, voilà, celui-là. Donc c'était absolument passionnant. Et ensuite, je l'ai doublé dans une série qui passe sur on s'appelle ça, les plateformes, machin comme ça, qui s'appelle One Day, le premier jour, je ne sais pas quoi. C'est ça. Oui. Enfin, je crois que vous l'avez peut-être vu ou pas. Comment? Zero Day. Zero Day, oui. Et ma femme qui sait tout, bien sûr. C'est un homme qui perd la mémoire. Voilà, donc je l'ai doublé aussi, c'est passionnant. C'est passionnant de voir jouer des acteurs à ce niveau-là, quoi. Au bout d'un moment, on comprend pas comment ils arrivent à faire ça. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Quand les acteurs sont vraiment des grands acteurs, on ne peut que se contenter de les admirer parce qu'on ne voit pas comment c'est fait. C'est extraordinaire. C'est comme quand on construit un meuble, il n'y a pas les vis, il n'y a pas les tenants, il n'y a pas en tête, ça tire tout seul, et on ne sait pas comment ça a été construit. Ah, pour les acteurs comme ça, c'est la même chose. Mais le doublage, c'est amusant, c'est chouette, j'aime bien ça. Avant de vous donner la parole, 2 petites questions. J'aimerais savoir ce que c'est que la grâce pour vous. Là? La grâce. Alors la grâce, ça n'existe pas. Arrêtez, c'est pas vrai d'ailleurs. Ça existe, mais ça ne s'apprend pas. Maintenant, on parle tout le temps de stars. Les stars, c'est une star. Non, les stars, il en reste quelques-unes, mais très peu, très très peu. Et ceux dont on voudrait nous faire croire qu'ils sont des stars ne sont pas forcément des mauvais acteurs d'ailleurs. Mais enfin, ce sont des gens de passage. Il en reste comme ça 3-4. Voilà. Pour être généreux, il en reste 3 que des vrais. Ça ne s'apprend pas. Une star, ça s'apprend pas. C'est ça, on l'est ou on ne l'est pas. Mais on donne une petite anecdote comme ça aussi, enfin 2 d'ailleurs. La première, j'étais tout jeune et j'allais au studio de Boulogne-Billancourt, où j'allais, comme tous les jeunes acteurs, essayer de donner des photos au premier assistant, du 3e stagiaire, du 4e régisseur, pour essayer d'avoir 2 phrases à dire dans un film, un truc comme ça. Bon. Et puis un jour, j'avais fait ça, j'en avais marre. Je suis allé à l'heure du déjeuner au restaurant, c'est une espèce de restaurant des studios de Boulogne-Billancourt. Donc il y avait au moins 200 personnes qui bouffaient là. Moi j'étais petit comme ça, j'ai demandé un petit café en me mettant dans un coin. Comme ça, il y avait beaucoup de techniciens, comme ça, beaucoup d'acteurs assez connus. La porte s'est ouverte, est entrée Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, à l'époque, elle devait avoir une toute petite trentaine d'années. Sublime. Les cheveux blonds comme ça, un pull-over en cachemire gris clair et des seins qui tenaient tout seuls. Bah oui, ça existe, hein, il y en a qui ont besoin, je ne pas le connais, elle n'avait besoin de rien. Une ceinture avec une grosse boucle qui était très à la mode, avec une taille qui était comme ça, de très jolies fesses rondes et des jambes longues, et qui portait un jean en velours côté petite maille, vous voyez, je me souviens absolument de tout. Et des boots de tout. Et elle est entrée, et
machin, c'est comme ça. Le silence s'est fait. Elle rentrait chez elle, tous les gens la connaissaient. Ce pas les touristes qui étaient là en train de bouffer. Ça s'est arrêté pendant au moins 30 à 45 secondes. On aurait entendu voler une guêpe ou une mouche. Elle a tout arrêté. Elle a regardé comme ça, elle a fait « Bonjour » et tout est reparti. Alors voilà, une star, c'est ça. Et ça ne s'apprend pas. Parce que moi, vous voyez, par exemple, quand les jeunes gens m'aiment beaucoup, ils m'aiment bien, ils me reconnaissent, assez souvent, ils sont très aimables. Et c'est ce que disait Philippe Noiret, d'ailleurs, toute proportion gardée. Enfin bon, il disait, voilà, c'est normal, Brigitte Bardot, tout ça. Moi, quand je déjeune ou je dîne à la Coupole à Montparnasse, les gens rentrent, ils me reconnaissent, voilà, je rentre, ils me reconnaissent, mais ils continuent de manger. Bon, ben voilà, c'est la grande différence. Et la seconde chose, c'est que un jour comme ça, Alain Delon, que j'aimais beaucoup, m'a un jour appelé, bonjour Pierre, c'est Alain, si j'en connaissais qu'un, bon alors ça devait être lui, voilà. Et il me dit, voilà, j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est important pour moi. Je dis, oui, bien sûr, est-ce que demain matin vous êtes libre? Oui, à quelle heure voulez-vous? Je ne sais pas, est-ce que 9h du matin, c'est pas trop? Non, d'accord, 9h. Donc il me donne rendez-vous, Esplanade des Invalides, à un angle où il y avait à l'époque un bistrot, il n'y avait pas encore le Café Coste. Et donc je vais quand même, pendant ce qu'il voulait me demander. J'arrive, à ce temps-là, il n'y avait personne, il y avait un mec, une baraque à l'entrée du bistrot, personne dans le bistrot, un mec vraiment, mais un masdar, hein, il n'aurait pas fallu une giflée dessus. Hein. Et il dit, j'ai dit, Monsieur Delon vous attend pas, mais attendez, lunettes noires, seul, pas un client, et tout comme ça. Tu mets ça dans un film, on dit écoutez, essayez de faire autre chose, faites plus simple, parce que c'est pas possible. Bon, finalement, il vient voir, il me dit voilà, je voulais vous dire, Marcel Julien a écrit un très beau scénario sur ma vie en tant qu'acteur, j'aimerais tellement que ce soit vous qui fassiez le commentaire de ce film. En un instant, je me suis dit à l'intérieur de moi-même, ça fait très plaisir, mais enfin, il y avait qu'à le dire au téléphone hier, c'était aussi simple, c'est pas la peine de prendre des trucs comme ça. Finalement, on se parle un petit peu, très bien. Il me dit, vous repartez, vous allez où? Je dis, écoutez, je traverse l'esplanade parce que je vais retrouver ma femme, qui déjà était là, bien sûr, c'est normal. Et donc, il me dit, mais je vous accompagne. Et alors, on traverse l'esplanade des Invalides, qui était déserte à cette heure-là, et il y avait une légère brise, comme ça. Et il avait un pantalon, comme ça, il était très élancé. Il avait ce qu'on appelle un cache-poussière, c'est-à-dire une sorte de petit imperméable grège, comme un tulle, et donc il y avait le vent tapé, il y avait l'air d'avoir une voile, comme ça. Le vent était dans le bon sens, c'est-à-dire que ça soufflait comme ça. Hein. Et c'est bien simple, je le regardais moi du coin de mon œil, et je le regardais, et ses pieds ne touchaient pas le sol. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Et je me suis dit, voilà. Ce type, c'est normal ce qui lui est arrivé dans la vie. Ce type n'est pas comme nous. Ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas. D'abord, en plus, j'étais vraiment un acteur formidable. Ça ne peut pas s'apprendre. Ou on est comme ça, ou on n'est pas comme ça. On peut jouer pendant 50 ans sans jamais avoir l'air d'avoir les pieds qui ne touchent pas le sol et un cache-poussière qui ont l'air de voler. Parce que moi, par exemple, pourtant je ne me trouve pas si mal finalement avec le temps, eh bien quand je tourne, j'en reviens là, par exemple, quand il y a une légère brise, je n'ai pas le cache-poussière, alors je n'en ai pas. Et malheureusement, quand il y a une légère brise et que je passe dans un plan, ça fait ça. Parce que c'est pas la même chose, il souffle dans le mauvais sens. Voilà, c'est ça la différence. Alors, si vous aimez... Si vous aimez ce genre d'anecdote, procurez-vous la biographie que Nathalie Simon a consacrée, ici présente, a consacrée à ce monsieur qui sera en dédicace demain à la médiathèque à midi parce que vous serez servi. Il y en a des récits. On a le temps pour 2 petites questions, mais avant, j'aimerais vraiment vous remercier beaucoup pour votre générosité et votre compétence. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on doive la rendre, car il y a une séance à 18h? Il y a une main qui se lève vers le fond. Levez-vous. Silence de mort. Ah non, allez-y. Il y a quand même quelqu'un. Clamez. Ah, non, on n'entend rien. Comment
cinéma, ça me plaît beaucoup, hein, j'en fais encore. Mais j'ai choisi, la vie que j'ai choisie, c'est la vie d'un acteur de théâtre. Ça n'empêche pas de faire du cinéma. C'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Mais en plus, avec le temps, c'est encore plus vrai pour moi parce que j'ai besoin de vous. Parce que j'ai choisi d'embrasser le monde, je l'ai dit tout à l'heure. Donc si je ne vous vois pas, si vous ne me tenez pas compagnie, je ne suis rien. Je n'existe que parce que vous me regardez. Donc voilà, si je fais du cinéma, c'est très bien, je suis ravi. Mais c'est autre chose, je ne vois jamais. Ce que vous revivez ou ce que vous ressentez, je ne suis plus là. Au théâtre, on se parle, vous aimez ou vous n'aimez pas, peu importe, on a vécu l'histoire ensemble. Donc, vous comprendrez que, jusqu'à preuve du contraire, je préfère tout de même un peu faire du théâtre. Une deuxième et dernière question, de votre part. Oui. Je voulais vous demander comment vous faites pour retenir votre texte. Ah oui, enfin ma mémoire, quoi, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Écoutez, je vais vous dire une chose banale, mais qui est juste. Tout le monde dit, ah mais comment vous faites pour apprendre tout ça? C'est d'une banalité confondante. Vous aussi, vous avez une mémoire. C'est pas la même que la mienne, parce que vous ne vous en servez pas pour jouer, mais vous faites un métier. Donc il y a un certain nombre de choses que vous avez dans la tête que vous devez garder, parce que sinon vous ne pouvez plus travailler. Donc nous avons la même capacité de mémoire. Simplement, on ne s'en sert pas pour les mêmes choses. La mémoire, comme vous le savez sans doute, c'est un muscle. Plus vous la faites travailler, et plus elle devient facile. C'est un muscle. Donc je fais du gonflage de mémoire. Voilà, c'est pas l'essentiel, la mémoire. Il faut s'en débarrasser très vite. D'ailleurs, quand j'apprends un texte, je l'apprends sans y mettre aucune attention. Et une fois que je suis arrivé à faire ça, alors à ce moment-là, je commence à me préoccuper de savoir comment je vais jouer, ce que je vais faire. Mais je vous certifie que vous avez une mémoire qui est aussi aiguë que la mienne, simplement vous l'employez ailleurs et pour faire autre chose. Merci. Et pour finir, Pierre, est-ce que vous sauriez répondre très brièvement avant qu'on se fasse gronder, mais quand on a joué à peu près 300 personnages, qu'on s'apprête à en jouer quantité d'autres, est-ce que l'humaniste que vous êtes l'est encore plus encore? Est-ce que quand on a accès à la complexité de l'âme humaine, est-ce qu'on devient encore plus humaniste? Oh, écoutez, je ne sais pas si je suis humaniste, j'espère, un peu en partie en tout cas. Je suis un mélange un peu pervers, si vous voulez que je vous réponde sincèrement, vraiment. Oui, bien sûr, je suis... Brièvement et sincèrement. Comment? Brièvement et sincèrement. Brièvement. Oui, je continue d'être intéressé par ce qui m'entoure. Quelquefois, ça me terrorise, quelquefois, ça me met en colère, quelquefois, ça m'ennuie, quelquefois, j'aime ça. Ça s'appelle la vie. Donc, je continue de vivre jusqu'au moment où, paraît-il, il faudra que ça s'arrête. Enfin, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Hein, voilà. Voilà. Alors, vive le cinéma, vive le théâtre et vive la vie!